Merci à vous à l'écoute de Polynésie Première, il est 17h30. L'historien Jean-Marc Regnault est l'invité café de ce matin avec Alexandre Lequerré. 7h30, c'est l'invité café. Jean-Marc Regnault, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc notre invité café ce matin pour nous présenter votre nouveau livre, Povana et De Gaulle, la candeur et la grandeur. Un livre qui sort demain en librairie. Il y aura d'ailleurs une dédicace demain matin à la librairie Archipel. Mais avant de parler en profondeur de votre livre, un mot sur la visite de la ministre de l'Éducation nationale. Avec votre vécu, votre regard d'historien, quel regard portez-vous sur ces visites de membres du gouvernement central ? Oui, ce qui est intéressant, c'est que là, on est vraiment dans le partage des compétences et des responsabilités. Le territoire a obtenu donc la compétence progressivement sur l'enseignement. J'ai assisté à ça à mon arrivée en 1984. Le primaire était déjà de compétence territoriale. Le secondaire est passé progressivement au territoire. Ce qui est intéressant, c'est que il y a eu une adaptation des programmes. Cette adaptation, elle est partielle et on pourrait se poser la question jusqu'où aller. Et en ce domaine, il y a eu des allers et retours. Il y a eu une période où la machine allait vers le plus d'adaptation des programmes possible. Et puis j'ai l'impression que depuis un moment, la machine s'est enrayée. Et notamment au niveau des sujets d'examen, où la part de ce qui est polynésien me semble nettement diminuer quand même. Et la part de l'histoire de Povana Aupa dans les programmes scolaires ? Alors là, je ne suis plus tout à fait cette affaire, puisque j'ai quitté l'enseignement et je suis ça d'assez loin, mais ce que je crains en fait, c'est que la part justement de l'enseignement polynésien proprement dit soit plutôt en régression du fait que ça n'entre pas totalement dans les questions d'examen. Et tout le monde sait que les profs sont tentés d'aller vers l'essentiel pour leurs élèves. Et donc je crois qu'il faudrait peut-être attirer l'attention des pouvoirs publics sur le fait que l'enseignement devrait être peut-être un peu plus orienté sur les réalités locales. Alors on va revenir donc à votre livre, Povana et De Gaulle, la candeur et la grandeur, fruit de vos dernières recherches sur l'histoire de Povana Aupa, condamné en 1959 pour avoir, selon l'histoire officielle, commandité, organisé l'incendie de Papeete. Est-ce que vous découvrez encore aujourd'hui des documents, des faits que vous ignoriez quand vous avez commencé à travailler sur le sujet ? Bien sûr. En fait, puisqu'on parlait d'enseignement tout à l'heure, mes recherches ont commencé parce que, à cette époque-là, donc, le territoire avait la possibilité d'océaniser les programmes. Donc, on m'a demandé de faire un projet, une répartition, etc. Je connaissais pas grand-chose, moi, à l'histoire de la Polynésie. Et puis, il n'y avait pas non plus beaucoup de documents. Donc, on m'a demandé de faire aussi des documents, notamment des livres d'histoire adaptés. Et donc j'ai commencé à travailler sur les sujets, le nucléaire, Povana, que j'ai découvert comme ça progressivement, ignorant d'ailleurs au départ que c'était un personnage que j'avais rencontré au hasard de mes visites à Pierrefonds quelques années auparavant. Et donc vous aviez rencontré oui, Povana. Mais j'avais 18 ans, je l'ai rencontré, j'ai discuté avec lui, mais je ne savais pas qui il était, et ça n'a eu aucune... Bon. Mais... Donc j'ai commencé à travailler sur le personnage, mais au départ j'ai travaillé sur les sources locales. Et je me suis rendu compte qu'il faudrait aller plus loin. Donc j'ai demandé à consulter des sources nationales. Et là on m'a répondu, ben oui, mais il y a le secret des archives, il faut 60 ans, etc. Mais demander des dérogations. Alors j'ai commencé à demander des dérogations. Et j'ai eu des réponses souvent négatives, mais on m'a dit on verra plus tard, etc. Et puis, le hasard, là encore, on m'a demandé de faire des travaux sur certains sujets, et je suis tombé sur des archives qui concernaient Povana. Notamment, tout à fait par hasard, à l'Institut Charles de Gaulle, j'ai trouvé les fiches de police qui retranscrivaient les réunions du parti de Povana. Et puis le temps a passé, j'ai fait des bouquins là-dessus, et puis ensuite je recevais encore des lettres en me disant voilà, vous aviez demandé il y a tant d'années une dérogation, maintenant vous l'avez. Donc j'ai continué comme ça, et puis
En 2009, avec Catherine Vanier, on a écrit le livre Le Métouel général, et on pensait qu'on n'aurait plus rien d'autre pratiquement. On avait bien mis à la fin qu'il faudrait consulter notamment le fonds Focard, certains fonds de l'armée, mais on n'avait aucun espoir, puisque toutes les portes là nous étaient vraiment fermées. Et en 2012 alors 2012, tout change, oui. Le président Sarkozy annonce qu'il va ouvrir aux historiens les fonds jusque-là inaccessibles. Donc en 2012-2013, j'ai travaillé sur ces fonds. Et donc j'ai préparé un rapport pour l'Assemblée qui a été voté à l'unanimité et qui a engagé la procédure de révision. Bon, voilà. Mais et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui finalement dans votre livre. Oui, alors tout à fait, encore une fois, par hasard, je suis allé aux Archives nationales au mois d'avril et j'ai découvert des dossiers qui concernaient le ministre de l'Outre-mer, Jacques Soustel, en 1960-61, les documents ont apporté encore de l'eau à mon moulin, quoi, si vous voulez. Et donc, oui, alors maintenant le livre, bon, certainement qu'on trouvera encore des archives un jour ou l'autre, mais je crois qu'on a maintenant l'essentiel du dossier et suffisamment d'éléments pour aller vers une révision. Mais maintenant, ça c'est à l'appréciation des juges. Puisque vous pouvez le rappeler, donc c'est la Cour de cassation qui doit maintenant se déterminer. Alors donc en juin 2014, Madame la ministre de la Justice a saisi la Cour de cassation. La Cour de cassation a une chambre criminelle qui s'occupe de la révision des procès. Elle fait une longue instruction, généralement ça prend pas loin de 5 ans, et c'est elle qui décide. Alors il n'y aura pas un nouveau procès, mais la Cour jugera de cette façon. Voilà, en 1959, les jurés savaient ça, ça et ça, et ils ont condamné Pouvana. Maintenant, on sait ça, ce qu'on appelle des éléments nouveaux. Est-ce que s'ils avaient connu ces éléments, ils auraient prononcé un autre jugement? Et la Cour de cassation va se prononcer donc en quelque sorte à la place des jurés de 1959. Nous, si nous avions connu ça, eh bien nous aurions considéré qu'il n'y avait pas lieu de condamner ce personnage. Il sera innocenté? Comment? Il sera innocenté? Alors, ça je ne sais pas normalement on dit, la formule qui est utilisée, c'est on décharge la mémoire du mort. Hein. Mais il peut y avoir des quantités de nuances là-dedans. Hein. On peut dire que finalement le doute doit bénéficier à l'accusé. Des choses comme ça. Donc alors je suis pas spécialiste de la Cour de cassation, mais il y a des quantités de nuances qui peuvent être apportées dans le jugement qui sera porté. Jean-Marc Regnault, votre ouvrage, il est donc sous-titré La candeur et la grandeur. Donc pour bien expliquer, la candeur, la naïveté, elle était du côté de Pouvana? Oui, alors il faut pas prendre le mot candeur dans un sens péjoratif. Mais je crois que c'est un mot qui s'oppose très bien à la grandeur. D'abord, il y a la sonorité, hein, la candeur et la grandeur. Mais commençons par la grandeur. La grandeur, c'est quoi? De Gaulle arrive au pouvoir en 58. Son objectif, c'est faire de la France à nouveau un grand pays. Hein, il n'imaginait pas la France sans la grandeur, disait-il. Et la grandeur, c'est quoi en 1958? Eh bien, c'est de pouvoir s'opposer aux autres parce que on est une puissance nucléaire. On a la force de dissuasion. Et donc, la priorité des priorités, c'est le nucléaire. En face de ça, il y a un homme, un Tahitien parmi les Tahitiens, qui est un homme bon, qui est désintéressé, qui n'est pas du tout intéressé par l'argent. Quand il était prisonnier en France et quand il était en exil, libéré mais toujours tenu à être en exil, eh bien, il vivait assez misérablement parce que il avait refusé de demander sa retraite de député. Donc c'est sa bonté qu'il a perdue. Voilà. Et puis surtout, alors, il est incapable d'imaginer que De Gaulle a un projet qui va l'écraser. Il est tellement, candide, en quelque sorte, qu'il écrit au général de Gaulle, enfin en tout cas c'est ce qu'il dit, j'ai écrit au général de Gaulle pour le remercier de nous avoir dit non, de nous permettre de dire non. Parce qu'il raisonne comme ça, Pouvana. Hein, c'est un mode de raisonnement particulier. Il dit voilà, un homme comme le général de Gaulle, il nous consulte. Il nous consulte et il nous dit vous pouvez choisir entre
rester français ou quitter la France. Mais s'il nous le propose, c'est donc qu'il n'est pas contre qu'on s'en aille. Donc merci, général de Gaulle, de nous avoir proposé cela. Et donc ça relève bien qu'il était incapable de comprendre ce qui était en train de se passer et qu'il allait être écrasé par la machine gaulliste. Comme d'autres, d'ailleurs, en Afrique l'ont été, au Niger, en côte française des Somalies et bien sûr en Guinée. Merci beaucoup Jean-Marc Regnault. Donc la suite, elle est à retrouver dans ce livre, Pauvanat et de Gaulle, La candeur et la grandeur, qui sort demain à Happy Édition, hein, c'est ça la maison Happy Tahiti Happy Tahiti Édition. Et vous serez demain en dédicace, les librairies Archipel, c'est de quelle heure à quelle heure? 9h midi. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans l'Invité Café. C'était l'Invité Café, 7h30 du lundi au vendredi.